Permanence quotidiennement les pouvoirs de son fruit, elle le maîtrise désormais assez pour utiliser des formes aussi puissantes que celles de Nika et pourrait même bientôt éveiller son Toshitoshi no Mi si ce n'est pas déjà fait. Ok, alors justement parlant de sa forme Nika puisqu'elle a pris fin tout juste après avoir utilisé son attaque pour jarter Mars. Que dire de plus que je vous l'avais dit la semaine dernière, cette forme ne sera pas permanente. Elle va s'épuiser à une vitesse folle, elle ne pourra pas l'exploiter comme Luffy exploite son Gear 5. J'espère vraiment que ceux qui avaient peur de voir apparaître un Nika bis dans One Piece soient rassurés, parce que là vraiment, Bonnie n'a définitivement pas montré d'incohérence dans son pouvoir. Si elle avait pu combattre pendant de longues pages, de longs chapitres, j'aurais compris, mais là en 6 pages, et une attaque, sa transformation était déjà pliée et remballée. Même elle a trouvé cette forme épuisante. C'est pour dire à quel point elle ne représente aucun danger pour la cohérence de l'œuvre. Ok, et concernant Luffy du coup. Parce que oui, lui aussi nous offre une nouvelle technique, le Gomu Gomu no Down Balloon sera l'attaque qui catapultera Mars avec la puissance combinée de tous les autres dans le ciel lointain d'Egghead. Bon, pour moi cette attaque n'a qu'une seule et unique référence, une technique interdite et secrète qui n'a plus été utilisée depuis des années et qui avait d'ailleurs été utilisée qu'à une seule et unique occasion. Mesdames et messieurs, après 8 ans, Luffy nous fait l'honneur ultime de réutiliser le Tankman et sa technique Cannonball. Non mais c'est exactement la même chose. Luffy grossit, il bloque son adversaire dans son bide et le catapulte, lui et tout son arbre généalogique loin dans le ciel. Ça fait plaisir d'avoir un petit retour de cette forme qui avait tant fait couler d'encre elle aussi à son époque. Dans ce chapitre, Luffy a montré une autre facette de son Gear 5, une autre facette qu'on a tendance à beaucoup mettre de côté, celle de la terreur, de la peur, de la folie et de l'horreur. Derrière ce côté goofy, enfant, pitre de Nika se cache quand même une forme terrifiante qui contraste terriblement avec son appellation de dieu solaire. Il peut paraître totalement fou comme lors de son introduction face à Kaido, il peut paraître hors de contrôle et implacable comme quand il a retenu Saturne et Kizaru, ou comme dans ce chapitre il peut avoir l'air d'un vrai démon sorti tout droit de tes pires cauchemars. C'est une transformation à l'aspect très variable qui donnera à Luffy une apparence de plus en plus démoniaque. Globalement il n'y a rien à dire de plus sur cette partie là du chapitre, elle est assez explicite et je ne pense pas qu'elle cache davantage de secrets. En tout cas j'espère vraiment que la très brève transformation de Bonnie aura rassuré ceux qui voyaient en elle une alternative au Gear 5 de Luffy. Et on retourne au message de Vegapunk, le vieux ne veut rien lâcher, il enchaîne feinte sur feinte, pile quand on pense que c'est terminé, hop la transmission reprend en plein milieu d'une phrase. Bon alors vu que York semble avoir compris qu'il fallait entièrement détruire le robot pour stopper la transmission, eh bien le message va continuer tant que le robot sera sur pied, tout simplement. Donc ça veut dire plusieurs choses, déjà qu'on sera sûr et certain de la fin du message que lorsque le robot sera détruit, et surtout que le robot finira par être détruit dans les prochains chapitres, c'est quasiment inévitable maintenant. Alors qui va le détruire? On pourrait croire que ça sera un seul Gorosei, mais personnellement j'aime bien l'idée qu'ils puissent eux aussi effectuer une attaque combinée histoire que ce ne soit pas que les gentils qui puissent le faire. Mais moi j'y ai pensé à ça. En fait pour moi j'espère qu'il va survivre le robot. Comme je vous ai dit, moi plutôt je vois bien l'utilité du robot, du navire des géants d'Elbaf comme une alternative pour pouvoir fuir, tu vois. Et ça donnerait aussi donc un intérêt scénaristique au fait que le navire d'Elbaf soit venu à Egghead. Le problème, c'est que effectivement, le robot, il est vraiment, je sais pas, à bout de vie, en bout de vie. Déjà là, frère, il a traversé 900 ans. Mais par contre, là où je suis rassuré et que je suis pas du tout d'accord avec Goji, c'est que le robot a dit qu'il avait une mission à faire. Enfin, plutôt Joy Boy a dit au robot qu'il avait une mission à faire, à effectuer, et que c'est pour ça qu'il devrait revenir. Enfin, plutôt qu'il devrait. C'est pour ça qu'il est encore présent, en tout cas dans le monde de One Piece. C'est mon intuition. Du coup, en fait, là, pour moi, tant qu'il n'a pas réussi cette mission, donc si cette mission, c'est de protéger Luffy, bon, bah là, il l'a réussi, et effectivement, les chances qu'il puisse mourir, entre guillemets, sont un peu plus grandes. Par contre, si sa mission réelle, c'est autre chose, pour moi, il est invincible, il a un totem d'immunité, il peut pas mourir tant que c'est pas réalisé. Donc voilà, les gars, à voir si ça va se passer ou pas, mais j'ai hâte. Venons au sujet principal qui est quand même le message. Vegapunk dit ceci. Rien de ce genre. C'est pourquoi cette chose qui est transmise de génération en génération, que l'on pourrait qualifier de volonté, j'espère que ma voix est parvenue à ceux qui ont été touchés par cette cause. Alors autant le début du message de Vegapunk qui était plutôt clair,
genre le monde va couler, on va tous mourir, autant la fin devient de plus en plus énigmatique et incompréhensible. Normal, me direz-vous, la transmission difficile provoque de nombreuses coupures dans son discours. Au chapitre 1117, Vegapunk adressait un message à tous les porteurs de la lettre D, car parmi eux se trouvait quelqu'un ou quelque chose. Au chapitre 1118, il a simplement rajouté « et leur nom était ». Et aujourd'hui, chapitre 1119, il dit qu'une volonté a été transmise de génération en génération et qu'elle concerne certaines personnes. Comme d'hab, et malheureusement, c'est pas évident de trouver une cohérence dans tous ces propos, surtout qu'ils sont sujets à plusieurs traductions différentes. Vraiment, des traductions japonaises, anglaises et françaises, c'est un enfer. Dans ma review 1117, je vous avais quand même fait plusieurs propositions. L'une d'entre elles était que Vegapunk voulait dire que parmi les porteurs de la lettre D, il y avait aussi des héritiers de la volonté de l'ancien royaume. Alors ça colle plutôt bien avec ce nouveau chapitre, et même plus précisément, je dirais que Vegapunk cible la volonté de Joy Boy qui est héritée à travers les âges. Je vous dis ça parce que depuis plusieurs chapitres, le sujet principal reste quand même le même, hein, c'est Joy Boy. Son histoire, sa disparition, son lien avec le robot géant, on sent que son ombre plane sur le discours de Vegapunk, même s'il n'est pas mentionné directement. Et surtout parce que les paroles de ce même Vegapunk m'ont rappelé celles de Barbe Blanche à sa mort. Remettez-vous dans le contexte, Newgate va mourir, mais il se souvient de sa dernière rencontre avec Roger, qui lui révèle véritablement ce qu'est la lettre D, dont il est si fier de porter. N'oublions pas que Roger à ce moment-là savait tout de l'histoire, évidemment. Après lui avoir raconté une histoire d'il y a très longtemps, Barbe Blanche revient à la raison et dit que l'homme attendu par Roger n'était pas Teach, alors possesseur du D. Ce qui veut dire que Roger attendait la venue de quelqu'un qui porterait cette lettre dans son nom pour accomplir sa volonté. Et justement, c'est ce que dit Barbe Blanche en déclarant que comme ceux qui portent la volonté de Roger, quelqu'un héritera de la volonté de Ace, car même s'ils meurent, leur flamme ne s'éteint jamais. Plus encore, que leur volonté est passée de génération en génération, jusqu'au jour où un homme viendra défier le monde dans une bataille qui engloutira le monde entier. Si vous suivez mes reviews, vous devez déjà connaître ce speech par cœur, puisque je l'ai analysé de fond en comble lorsque le chapitre annonçant l'engloutissement du monde était sorti. Et pour revenir au sujet initial, je pense vraiment que Vegapunk allait parler de la même histoire, de la même légende, celle que parmi les porteurs du D se trouve celui qui portera la volonté transmise par Joy Boy pour libérer le monde de ses entraves, libérer les esclaves. Et vous savez quoi? Soyons plus ambitieux. Vegapunk voulait peut-être parler de plusieurs héritiers. Parce que oui, ok. Donc ça les gars, je pense que vous êtes au courant déjà, on en a déjà parlé 15 000 fois, je pense que même tout le monde, c'est l'interrogation principale. C'est des mots qui ont été dits depuis très très longtemps. Donc effectivement, je ne veux pas trop m'étaler là-dessus, mais vous savez, l'homme qu'attendait Roger, le sauveur de l'humanité, la grande guerre, la signification des titres, tout ça, c'est des mystères auxquels on pense depuis, je sais pas, une dizaine, vingtaine d'années, assez facilement. Et aujourd'hui, malheureusement, on a des petites bribes, tu vois, des petites informations qui sont encore là, mais toujours pareil. Pour moi, ça sert strictement à rien d'aller ou d'émettre des hypothèses dans ce sens-là, parce que Oda joue avec nous. Là, il joue avec nous, il adore ça, et tout ce qu'il veut, c'est qu'on cherche quelque chose qui est introuvable, et évidemment. Après, forcément, on a une chance sur 1 million de le trouver, donc n'hésitez pas à chercher, il y en aura forcément un qui aura raison et qui trouvera la théorie en question. Mais il y a plusieurs théories, hein, j'en ai cité pas mal, comme le fait que les D, ça voudrait dire down, donc aube, et que l'aube, en fait, c'est en signification avec Nika, le fait que ce soit le dieu soleil et qu'il y ait une nouvelle aube sur le monde, et que du coup, justement, le peuple des D sont là pour mener à bien cette chose, tu vois, mener à bien la manière de faire les choses, tu vois, de, de redonner vie au monde, etc., etc. Je pense que vous connaissez déjà tout ça. Donc voilà, c'est pour moi la plus logique, mais effectivement, c'est que une petite partie de l'histoire. Le plus intéressant en plus dans tout ça, c'est les détails, tu vois. Donc là, faut qu'on patiente. Comme je vous ai dit à Elbaf, je pense qu'on aura les révélations par rapport au message de Vegapunk, parce que tout le savoir qui a permis à Vegapunk de connaître ce message ont été hérités d'Ohara, et toutes les informations et les livres d'Ohara reposent à Elbaf. Et en plus, il y a Aguar d'Isaoro, donc avec Robin, archéologue, qui va reprendre sûrement les travaux de Clover, et c'est à ce moment-là qu'on aura donc toutes les réponses en rapport avec le siècle oublié, mais uniquement les réponses que Vegapunk a pu trouver et déduire de ces informations. C'est-à-dire que même après ça, il y aura encore des interrogations, il y aura encore des choses et tout. Donc voilà les gars, je pense qu'on en a déjà parlé suffisamment. C'est des choses qui vont arriver certainement. On a compris, le fils est l'élu, le fils est le sauveur, c'est Joy Boy, blabla. Ok, ça on est au courant, on l'a assimilé, c'est ok. Mais
Ensuite, c'est le seul qui aura de l'importance à la fin de l'histoire, dans la guerre finale, dans la révélation de l'Ancien Royaume. Si vous le pensez, détrompez-vous et relisez la guerre d'Onigashima car Momonosuke a tenu des propos qui résonnent encore dans mon esprit aujourd'hui. Il semblerait bien que je ne dois absolument pas mourir. Chapitre 1014, Momonosuke lit le carnet d'Oden et en vient à cette conclusion assez logique. On pourrait naïvement penser que c'est pour son rôle de shogun. Non, que nenni. Momonosuke aurait découvert le rôle qu'il tiendra à la fin de One Piece, un rôle qui viendra en aide à Joy Boy, un rôle qui a sa place dans la bataille finale et dans la libération du monde. Momonosuke héritera tout comme le fit d'une volonté d'une personne du siècle oublié. Il devra accomplir le destin auquel il est attaché. Et encore une fois, ce n'est pas le seul, car je soupçonne aussi Vivi de devoir accomplir quelque chose, elle qui est aussi une descendante directe de Lily. Lily a permis la répartition. Pour moi, c'est une certitude, hein. Il n'y a pas de doute par rapport à tout ça. On l'avait déjà cité, les gars, et c'est pas les seules personnes, hein. Il aurait pu citer Poséidon, enfin Shirahoshi, il aurait pu citer sûrement Elbaf, mais pas que ça, aussi toutes les personnes alliées, tous les dits en question vont avoir un rôle principal à jouer à la fin de l'œuvre, et ce sera justement le rôle des descendants, j'ai envie de dire, comment il s'appelle, Joy Boy. Pour moi, c'est ça, c'est la mission de Joy Boy a été transmise à son équipage ont transmis certaines choses. Donc est-ce que les 10 c'est forcément les membres qui étaient dans son équipage? Je suis pas sûr, mais en tout cas c'est des membres qui sont affiliés à Joy Boy d'une certaine manière. Donc forcément il y aura des peuples comme les Kozuki, mais tous ceux qui ont le soleil sur leur bannière, hein, ou même tous ceux qui connaissent Nika, hein, les boucaniers, toutes les personnes comme, je sais pas moi, les Shandia, etc. Tout ça, c'est des personnes qui vont être liées, les Lunaria, etc., etc. Toutes ces personnes-là vont avoir un intérêt principal à la fin de l'œuvre, et c'est quelque chose qui va être hyper bien fait, je l'espère. En tout cas, c'est pour moi une certitude. Et la libération des poneglyphes dans le monde. Étant aussi une elle devait posséder une volonté forte, une volonté unique que seule Vivi pourra accomplir. De toute façon, et si on revient aux paroles de Barbe Blanche, lui-même compare plusieurs héritiers de la volonté des dits, signifiant naturellement que même si Luffy est important en tant que héros et élu, il n'est pas le seul à avoir un lien avec le siècle oublié et à avoir un devoir à accomplir. Et n'oublions pas que les rois des mers parlaient de la rencontre entre deux rois, signifiant bien que ce n'est pas un mais plusieurs personnages qui devront accomplir les volontés antiques des porteurs de la lettre D. Avec toute cette hype autour du message de Vegapunk, j'ai oublié de mentionner le bref retour de Katakuri, mais surtout de Gaemon et Sarfunkel, sa chair et tendre. En même temps, il est vrai que ça n'a pas apporté grand chose dans le chapitre, mais ça fait toujours plaisir de voir des visages autant appréciés par la communauté. Alors que Mars n'est plus un danger pour les Mugiwara, c'est Jupiter et Mercure qui reprennent le flambeau. Jupiter, toujours autant chelou dans ses attaques, crache des agents du Cypherpole et même des Séraphins. Alors comment est-ce possible, me direz-vous? Eh bien, il les avait déjà aspirés au préalable 3 chapitres plus tôt. Ouais. J'ai bien galéré à m'en souvenir, hein. Il tente désormais d'aspirer le bateau des géants et devinez quoi? Il y arrive. Alors derrière son apparence pas franchement badass, hein, on est d'accord avec ça, il est clairement l'un des membres du Gorosei avec le plus d'impact, voire celui qui dégage le plus de puissance. On s'en rend peut-être pas forcément compte parce qu'il n'a pas de feu, de haki ou d'armes particulières, mais pouvoir aspirer et ramener vers la côte un navire de géants avec des géants dessus, non mais c'est trop grave. Même Mercure n'est pas à sous-estimer. La preuve, ce gros kamikaze s'est lancé à pleine vitesse dans la mer pour détruire le navire des géants. Vu la taille absolument colossale du monstre, facilement comparable à une montagne, hein, no fake, Les gars, croyez-moi, croyez en ce que je dis par rapport à cette théorie. Pour moi, s'il a sauté dans la mer pour les empêcher de fuir, c'est pas parce qu'il a un kamikaze et qu'il craint la mer. Pour moi, ils ne craignent pas la mer. Ils n'ont pas de point faible lié à la mer. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas y croire parce qu'ils se disent « Ouais, mais du coup, c'est quoi leur point faible et tout ?» Mais c'est là que toute la beauté est là, tu vois. Parce que justement, ça va titiller les fans, ça va poser des interrogations, ça va aussi rajouter de la tension aussi. Mais pas tout de suite. C'est pour ça que Oda l'a pas montré maintenant. C'est plus tard. C'est que là, ça va rajouter de la tension à la fin de l'œuvre en se disant peut-être que ouais, les Gorosei sont invincibles et tout. La prochaine fois, on utilisera du granit marin et de l'eau. Et quand ils vont y aller, ils vont l'utiliser et bam, rien du tout. Aucune efficacité. Et eux, je les vois bien arriver comme ça en mode hybride, éveillé, et qui disent alors vous pensiez sérieusement que du granit marin ou simplement de l'eau de mer pourrait nous terrasser, machin chose. Et là s'engage le combat final où justement c'est quasiment impossible de les battre parce que voilà, niveau résistance endurance, imbattable.
Donc franchement, moi j'y crois très fortement à tout ça. J'y crois. Croyez en cette théorie. C'est pas un kamikaze. Et d'ailleurs pour Jupiter, pour moi, il est ultra puissant, c'est le plus fort. Et si on l'a pas très bien ressenti dans l'arc, c'est parce que justement, Oda ne lui montre pas. Il va pas montrer toutes ses cartes maintenant. Et vous avez bien vu qu'on n'a pas eu la forme hybride de Mars, on n'a pas eu la forme hybride de Valkyrie, et non plus de Jupiter. Il a montré celle de Vénus Juro parce que c'était, je pense, celle que les gens pouvaient imaginer le plus facilement d'un côté, mais aussi parce qu'il voulait montrer Vénus Juro en mode combattant. Et peut-être que c'est sa manière de combattre aussi. Peut-être que sa manière gigantesque, il l'utilise pas souvent, et que lui, il préfère utiliser une forme plus fine, plus affinée, tel un sabre, tel un sabreur. Vous avez très bien compris la suite. En tout cas, le Jupiter numéro 1. Pourrait écraser le bateau sans sourciller. Et là encore, on n'a plus trop les notions des grandeurs dans cet arc, tellement tout est disproportionné. Mais les petits navires là que vous voyez à côté, ce sont des cuirassés de guerre qui, en temps normal, mesurent 60 mètres de haut. C'est un petit peu plus grand que le Sunny. Non mais vraiment, c'est monstrueux. Les formes animales du Gorosei sont terrifiantes. Alors, vu que c'est le sujet, j'en profite aussi pour faire une pierre deux coups et répondre à une petite question du courrier de Goji. Warkuri saute dans l'eau, est-ce que ça veut dire qu'il peut nager et qu'il ne tire pas son pouvoir d'un fruit du démon? Je pense effectivement que ça peut être un très bon point pour appuyer l'idée qu'il ne possède pas de fruit du démon. Je ne serais pas radical au point de dire que c'est la preuve parfaite, mais je dois avouer que ça donne l'impression que peu importe si Mercure touche l'eau ou non, il n'en sera pas sensible comme le sont les utilisateurs de fruits du démon basiques. De toute façon, plus le temps passe et plus la théorie qu'ils sont de véritables démons gagne en cohérence, et on en aura vraiment le cœur net si l'un d'entre eux entre en contact avec cet élément sans... Alors par contre, là je le rejoins, pour moi c'est pas une certitude. Si demain on apprend ça, voilà, je serai un peu deg, mais voilà, c'est la vie, et ça me décevra pas parce que voilà, il fallait bien qu'ils aient un point faible. Par contre, pour moi, s'ils vont dans l'eau, ça veut pas forcément dire qu'ils sont réellement des démons. C'est pour moi qu'ils tirent peut-être leur pouvoir d'autres choses que justement des démons. Et peut-être que l'infusion, justement, le fait qu'ils infusent des fruits, peuvent aider justement à supprimer cette malédiction. À moins que ce soit juste Imsama qui s'en occupe de retirer la malédiction. Mais pour moi, ça ne veut pas forcément dire que ce soit des démons. Même si l'idée me plaît énormément et que j'aimerais bien que ça se passe comme ça. Pour moi, d'abord, c'est juste au niveau scénaristique, ça apporterait tellement que ce soit juste des personnes qui résistent à l'eau, au granit marin, que ça les affaiblit pas. Ça, c'est une première chose. Par contre, est-ce que c'est des personnes qui sont réellement des démons? Potentiellement, mais je pense que c'est peut-être des personnes qui se sont transformées en démons, plus que ce soit des démons purs et durs, tu vois. Je le vois un petit peu comme ça, mais voilà. Il n'y a pas de certitude pour l'instant. Et les affaiblir. Pour finir, on saura aussi très bientôt s'il possède une faiblesse particulière face au robot géant, ou devrais-je plutôt l'appeler Emmett, le camarade de Joy Boy. Alors que Mercure s'apprêtait à détruire le navire des géants, le robot sort enfin des eaux et frappe le sanglier infernal, lui brisant au passage l'une de ses cornes. Au même moment, le géant de fer se souvient des paroles de Joy Boy qui lui dit « Écoute bien Emmett, c'est le moment d'intervenir » avant que le chapitre ne se clôt là-dessus, nous laissant une fois de plus dans le mystère de la relation entre Joy Boy, Luffy et ce colosse de fer. Enfin, le robot a un nom. Et quel nom en plus? Emmett n'a pas été choisi par hasard par Oda. Dans cette dernière partie de la review, je vais vous expliquer son étymologie et tout ce que vous devez savoir à son sujet. Alors les bros, je vous invite à nouveau à liker cette vidéo et à vous abonner et même à commenter pour le référencement. Ce sont des aides vraiment précieuses qui récompensent mon travail et me permettent de continuer à vous proposer toutes ces analyses hebdomadaires. Merci à vous, maintenant parlons d'Emmett, du coup. Des années, littéralement, que je tente de vous convaincre à chaque théorie qu'Oda possède une culture délirante et qu'il le met à profit de son œuvre très régulièrement. Aujourd'hui, il nous le prouve à nouveau en nommant le géant de fer allié de Joy Boy, Emmett. Pour ceux à qui ça ne parle pas forcément, une simple et petite recherche vous permettra de trouver une première référence de ce nom sur Google, ou devrais-je dire de ce mot dans le langage hébraïque. Emmett signifie donc vérité, mais ça c'est notre théorie, vous allez voir. Aussi fidélité, des termes qui font sens aujourd'hui avec le message de Vegapunk
cyberpunk visant à révéler la vérité au monde, et à ce même robot qui semble terriblement fidèle à Joy Boy pour continuer de le chercher, même 800 ans plus tard. Difficile d'y voir un hasard, mais là où c'est encore mieux joué de la part d'Oda, c'est qu'il existe un golem répondant au nom d'Emmet. Dans les légendes juives, il existe une histoire mentionnant la création d'un golem répondant au nom d'Emmet. Vous le connaissez peut-être sous l'histoire du golem de Prague. Cette histoire remontant au XVIe siècle commence avec le Maharal de Prague, un érudit juif qui, déterminé à protéger la communauté juive de Prague exposée à de violentes persécutions, décida de façonner un golem d'argile. Après l'utilisation d'incantations kabbalistiques, le golem s'anima et le Maharal inscrit le mot Emmet sur son front. Sans ce mot, le golem ne pouvait s'animer. Si la présence et la protection du golem pouvaient être réconfortantes et surtout efficaces, un problème allait prendre davantage d'importance. Il était difficilement contrôlable. Ce golem réagissait à tous les ordres que l'on pouvait lui donner et pouvait donc blesser ou détruire volontairement ou non. Face au danger qu'il a fini par représenter, le Maharal de Prague décida de désactiver le golem en effaçant la première lettre de Emmet sur son front pour ne laisser apparaître que Met, signifiant mort, mettant ainsi hors d'état de nuire la créature. Alors c'est une histoire passionnante qui m'a personnellement permis d'en apprendre davantage sur ce symbole mythique et historique que sont les golems. On en a déjà vu de partout, mais ses véritables origines ne sont jamais vraiment expliquées, voire même pas du tout. Si on additionne l'histoire du golem de Prague à celle de One Piece, alors on pourrait davantage cerner le rôle qu'avait Emmet durant le siècle oublié. Il était lui aussi un protecteur, peut-être créé par Joy Boy, ou en tout cas par la technologie de l'ancien royaume, et était programmé pour protéger le pays des envahisseurs. À l'image des pacifistas actuels, il pouvait aussi servir de police, de force de l'ordre, afin de garder la paix et la sérénité dans le royaume de Joy Boy. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est que derrière la protection que Emmet pouvait accorder à l'ancien royaume, si on se base sur l'histoire du golem de Prague, alors il pouvait aussi être un danger pour ses habitants. Il se peut alors que la suite des révélations sur Emmet nous apprenne qu'il a été contrôlé, manipulé et s'est malheureusement retourné contre Joy Boy, expliquant pourquoi ses premiers mots après son éveil étaient des excuses. Alors moi j'ai adoré cette découverte, j'ai adoré avoir le nom d'Emmet apparaître pour enfin cerner un peu mieux le personnage. Le problème est que ça ne collait pas avec ma théorie. Bah ouais, d'après moi le géant était Talos, protecteur de l'île de Crète. Eh bien figurez-vous quand même que j'ai un petit peu de chance car on a quand même une infime possibilité qu'Oda s'inspire de cette figure des mythes grecs malgré tout. En effet, quand je fais des recherches sur un sujet, je regarde les Wikipédia de quasi toutes les langues, surtout en japonais. Après tout, Oda a internet, il pourrait chercher davantage d'informations sur la plus grande encyclopédie du web qui est le Wikipédia de son pays. Ça me paraît logique. Eh bien devinez ce qu'on retrouve dans la catégorie des autres golems sur la page japonaise justement des golems. Notre cher et petit Talos, géant de bronze, créé par Héphaïstos, pouvant être considéré comme un type de golem. Même si ce n'est pas une théorie de valider, j'avais quand même visé pas très loin. Bon alors on rigole, mais si on revenait quand même aux paroles prononcées par Joy Boy à Emmet. Les traductions diffèrent. Alors là, en plus, il le sait pas, mais il avait pas tort, parce que moi aussi, quand j'ai fait mes recherches justement sur Emmet, j'avais trouvé comme quoi, au fil des années, en fait, les golems tiraient donc leur inspiration de cette histoire-là qu'il a racontée avec le golem Emmet et justement la culture hébraïque, mais au fur et à mesure de cette histoire, donc les golems évoluaient que ce soit dans les jeux vidéo ou même dans les films, etc., ou même dans les cultures, et des golems ont évolué d'abord en étant un golem de terre, ensuite des golems élémentaires, avec le feu, la glace, l'eau, tout ce que vous voulez, donc des golems élémentaires, et après plus tard, ça a évolué en des golems mécaniques, etc., etc. Donc pour moi, il n'était pas très loin dans tous les cas, parce que un golem mécanique, ça existe, en tout cas dans la culture, c'est très ancré et très connu. Tellement, encore une fois, que j'ai demandé à Shump de nous le traduire en japonais. Joy Boy ordonnait donc à Emmet d'intervenir. Mais intervenir pourquoi? Quand? Et surtout où? Déjà, on retrouve totalement le principe du golem de Prague mentionné plus tôt. Emmet ne semble vivre que pour obéir aux ordres, ou en tout cas, Joy Boy lui en donnait. C'est un petit peu difficile de bien cerner ce message, mais pour vous l'expliquer comme moi je l'ai ressenti, Emmet commence à se souvenir d'un instant qu'il a eu avec Joy Boy il y a 800 ans. Lorsqu'il l'appelle Joy Boy, c'est donc le vrai Joy Boy du passé et non Luffy. C'est ce même Joy Boy qui lui dit « Emmet, c'est le moment d'intervenir » car une situation de crise aurait été déclenchée dans l'ancien royaume. Je pense que ces paroles précises sont les derniers mots prononcés par Joy Boy avant de rentrer dans une guerre contre les 20 royaumes qui changera le monde de manière irréversible. Le premier des pirates est venu réveiller Emmet, son ami, en lui disant que c'était le moment d'intervenir, le moment de combattre et de protéger l'ancien royaume des envahisseurs qu'étaient les 20 rois. Je trouve ça assez beau pour être honnête, c'est je crois la première fois que nous voyons Joy Boy parler
et interagir avec quelqu'un. Ce quelqu'un, c'est Emmett qui s'éveille à nouveau pour aider le porteur de la volonté de Joy Boy, justement, à s'évader. On en avait des choses à dire en seulement 13 pages, hein. Il était encore très court ce chapitre. Ouais. Vu que vous m'avez posé beaucoup de questions sur Twitter pour le courrier de Goji, j'ai également beaucoup de réponses à vous apporter. Ok, donc voilà la petite vidéo de Gucci qui est terminée les gars, on va passer.